Eh, Becky. C'est ma lady, hein. Elle est douce. Oui, alors on va commencer cette vidéo, j'espère un jour. Viens Django, bébé. Hello à tous, pour ceux qui me connaissent, je suis très heureuse de vous retrouver, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Moi je m'appelle Kalinka, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, je suis célibataire et j'ai décidé depuis leur naissance de ne pas travailler. Alors du coup, selon les statistiques, évidemment, je suis censée terminer seule, récluse, pauvre, bien sûr, et avec 2 chats. Donc là pour l'instant j'en ai 2. Django. Donc on y arrive tout doucement. En tout cas, cette vidéo, je veux la dédier. Je veux la dédier tout particulièrement à ces hommes qui forcent leurs femmes à travailler, mais pas que. Je veux aussi la dédier aux femmes qui ont peur de lâcher leur travail pour leurs enfants, de peur de perdre un statut social ou une condition financière plus, on va dire, généreuse. Je la dédie aussi à toutes ces femmes au foyer que l'on dévalorise tous les 4 matins dans notre société capitaliste. Encore, je rajoute à ces femmes qui se considèrent comme étant supérieures aux femmes au foyer, puisqu'elles travaillent. Donc, grosso modo, finalement, cette vidéo, je la dédie à cette société qui a fait croire à bon nombre d'entre nous, malheureusement, que le risque, la subsistance, était une chose qui provenait exclusivement de votre travail, de votre acharnement à réussir professionnellement. Donc à toutes ces personnes qui, au final, pensent maîtriser le risque dans leur vie, je vous dédie ce récit. Parce que moi aussi, on m'avait dit que j'allais échouer. Parce que j'avais osé laisser tomber mon bac+5 pour me consacrer à mes enfants. Mon destin, comme je vous l'ai dit, était censé être sombre, seul et affamé. Première chose avant de commencer cette vidéo, si tel était mon destin, je dirais Alhamdoulilah, parce que je sais que depuis le jour de ma naissance jusqu'à ma mort, mes problèmes, je pourrais les compter sur les doigts d'une main. Et toi aussi qui me regardes, si tu dois vraiment faire une comptabilité des problèmes que tu as à tous les instants T de ta vie jusqu'à ta mort, ça ne pourrait pas dépasser, en tout cas très difficilement, les doigts de ta main. Maintenant, je mets au défi n'importe qui de compter le nombre de bienfaits que vous avez dans la vie. C'est indénombrable. Et c'est pour ça que les musulmans, nous, on dit « Alhamdoulilah » dans la richesse, comme dans la pauvreté, dans les épreuves, comme dans la facilité, on dit « Alhamdoulilah ». Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas en train de prédire mon destin, que j'en sais rien du tout ce qui va m'arriver dans le futur. Mais en tout cas, Dieu m'a donné l'opportunité de répondre à tous ces gens-là, au moins, à l'instant où je vous parle. Et ça, pour moi, c'est... Ça vaut tout l'or du monde. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai l'opportunité de répondre avec une réponse, je vous assure, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes juste pas prêts. Mais accrochez-vous bien, cette vidéo, elle est incroyable, elle est incroyable. Donc ce récit, c'est effectivement une façon de faire taire tous ces sceptiques finalement, mais c'est surtout et avant tout un rappel pour toutes les personnes qui ont déjà le tawakkul, c'est-à-dire la confiance en Allah, de leur montrer à quel point il faut persister dans ce tawakkul et combien ça peut changer littéralement leur vie et que rien, absolument rien provient de nous. Je voudrais que vous reteniez bien une chose, c'est qu'en fait, Dieu, s'il veut le bien pour vous, il va vous fermer des portes et les maintenir fermées malgré tout ce que vous allez faire, sur des projets que vous êtes en train d'essayer de mener, dont vous ignorez potentiellement la nuisance que cela pourrait vous apporter dans le futur, ou au contraire, vous êtes dans un état, en fait, on va dire, à un moment dans votre vie où vous n'êtes pas proche de votre religion, mais Dieu sait dans quelle direction vous allez bifurquer quelques années, quelques mois plus tard, et donc pour vous préserver, il vous empêche de réussir dedans. Personnellement, j'ai le sentiment que ça a été mon cas pendant très longtemps. J'avais vraiment un sentiment, c'était presque palpable d'avoir une porte devant moi, tant je travaillais et tant ça ne fonctionnait pas. Vous allez le sentir de toute façon. Il va vous ouvrir cette porte au moment où vous serez, entre guillemets, assez construit, spirituellement parlant, je parle surtout, et pas que,
Ça peut être aussi tout votre parcours finalement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font du déni. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Le déni sur leur passif, leur passé, parce que c'était pas forcément en phase avec la religion, etc. Du coup, il y a un déni. C'est comme une page qu'on veut retirer d'un livre. Et moi, je trouve que c'est un peu stupide de faire ça parce que personnellement, vous allez le voir de toute façon. Ce que j'ai acquis dans mon passé, même si j'étais loin de ma religion, eh ben Dieu, quand il vous ouvre une porte, parfois en fait tout ce bagage-là vous sert finalement, et c'est sûr même, vous sert finalement à accomplir les projets qu'il a voulu pour vous. Enfin bref, c'est un peu flou là, je sais, mais ça, on va dire que c'était l'introduction. On va faire un petit retour en arrière, un bond en arrière. Pour ceux qui m'ont suivi, vous êtes au courant, mais je le répète une nouvelle fois parce que c'est quand même important dans l'histoire. C'est qu'il y a quelques mois en arrière, il y a une personne qui m'a offert l'opportunité d'aller faire une Umrah. Et ce que je n'ai pas dit aux gens qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, c'est que cette personne qui m'a offert cette Umrah, elle-même n'était pas dans une situation financière confortable. Bien au contraire, bien au contraire. Et pourtant, elle m'a offert cette Umrah. Vous allez vous dire, mais pourquoi alors tu as accepté de te faire offrir la Umrah de la part de quelqu'un qui est dans le besoin, entre guillemets? Et c'est là que j'ai envie de vous dire que ce cure-dent va sortir du champ. C'est là que j'ai envie de vous dire que dans notre belle religion, la valeur du don d'une personne dans le besoin est largement supérieure que la personne qui va faire un don alors qu'elle a beaucoup. Donc voilà pourquoi déjà, d'une, j'ai accepté, et surtout parce que j'ai bien senti qu'il y avait un signe, il y avait un truc en référence avec mon destin, puisque 3 jours avant, j'avais eu cette intention sincère d'y aller, de faire cette Umrah. C'est la première fois de ma vie que j'avais envie d'y aller. Donc j'ai accepté cette Umrah. Et c'est là que l'histoire commence, et surtout retenez bien cette personne dans le besoin, parce que vous allez voir comment la boucle va se boucler. Inch'Allah en tout cas, je l'espère. C'est une histoire folle. Franchement, c'est une histoire folle. Alors, il faut m'imaginer devant la Kaaba à la Mecque, en train de faire des doigts comme tous ces pèlerins. Et forcément, on demande des choses à notre Créateur. Si ce n'est pas cet endroit où on va demander des choses, c'est où, j'ai envie de vous dire. Du coup, je fais des demandes. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai pas forcément demandé plus d'argent ou un meilleur statut social. Pas vraiment, en fait. Parce que, tout simplement, j'avais le sentiment d'être comblée dans ma vie, d'être heureuse, en fait. D'avoir cette maison avec la vue sur le petit lac derrière, d'avoir de quoi manger, d'avoir cette paix depuis mon divorce. Franchement, j'avais pas besoin de plus. Je voulais juste, en fait, ce que j'ai demandé, c'est que Allah me maintienne dans cet état-là, jusqu'à la fin de mes jours, Inch'Allah. Et c'est vraiment ce que j'ai demandé. Bon, après, on va pas se mentir, j'ai quand même demandé si c'était possible d'avoir potentiellement un époux un jour. Pas vraiment un époux, en réalité, j'ai demandé un combattant pour le paradis. Parce que moi, si je dois me mettre avec quelqu'un dans ma vie maintenant, je veux que ce soit un combattant. Moi-même, j'ai envie de devenir... on appelle ça un djihadiste d'ailleurs, pour ceux qui... Voilà, si j'apprends un petit truc là, je le fais passer en douce comme ça, mais le djihad, c'est pas juste prendre des armes et aller combattre pour notre religion, c'est surtout et avant tout le djihad que tous les musulmans mènent contre eux-mêmes, pour eux-mêmes, au quotidien, et combattre leurs désirs, leurs nafs, on appelle ça. Bref, ce que je dis là, c'est que, en gros, voilà. Je vais pas mentir, j'ai quand même demandé un époux de préférence qui me tire vers le haut, en tout cas vers le paradis. Voilà ce que j'ai demandé. Après cela, avec le groupe, on s'est dirigé vers Médine. Et à Médine, j'ai chopé ma caméra parce que je voulais participer, contribuer à ma manière à ce voyage, au groupe, ce merveilleux groupe d'ailleurs que je retiendrai et j'oublierai les visages de personne durant toute ma vie, Inch'Allah. Et donc j'ai pris ma caméra pour immortaliser le voyage, mais aussi les cours qui étaient donnés par le cheikh qui était avec nous. Je me souviens encore, j'étais accroupie sur les grands tapis de la mosquée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces magnifiques tapis, cette place elle est incroyable. Je vous mettrai des inserts. J'étais accroupie là avec ma petite caméra sur son trépied en train de finir de filmer le cours.
Et c'est là qu'une personne s'approche de moi et me dit, je cite, j'aime beaucoup la façon dont tu t'habilles. Il faudrait qu'on fasse un truc, toi et moi. Donc moi, j'étais là en train de faire mes petits réglages dans ma caméra et tout. Je n'ai pas vraiment, entre guillemets, relevé le truc. J'ai surtout répondu de façon, on va dire, par politesse. J'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai dit ça, mais vraiment, la discussion s'est arrêtée à là. C'était ça. La discussion, c'était ça. C'était ni plus ni moins. Voilà. Donc voilà, je finis la Omra, je rentre à la maison, les semaines commencent à défiler. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je crois, un peu plus d'1 mois. Et là, je reçois ce message. Donc je vous laisse le lire. Je reçois ce message et comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu... Enfin, je pense tout simplement qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé de destinataire. Donc je lui dis, je suis désolée, moi j'ai pas de projet en cours, vous êtes trompé de personne. La personne répond, d'accord, je suis désolée, j'ai effectivement dû me tromper de personne. Et donc voilà, la conversation s'arrête là. Sauf que 3-4 heures plus tard, la personne revient à la charge. Et elle me dit, non mais c'est bien toi, on avait discuté à Médine et on avait dit qu'on allait faire un truc ensemble. Et moi, j'étais là en train de... Il me semble que j'étais en train de donner la douche aux enfants ou un truc comme ça. Bref, j'étais dans ma vie que j'avais décidé de mener jusqu'à présent, c'est-à-dire ma vie de m'occuper de mes enfants. Franchement, là, sur le coup, vraiment, je réalise toujours pas, en fait, ce qui est en train de se passer. Ok. Donc, ensuite, il y a ce fameux appel téléphonique. Et il faut savoir une chose, c'est que mon père, à ce moment-là, exceptionnellement, il vivait chez moi, mon père à moi. Il faut savoir, entre parenthèses, que mon père n'est pas musulman. Alors, je décroche cet appel téléphonique et mon père assiste à tout l'échange. Et dans cet échange, je ne vais pas aller par 4 chemins, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Et bien tout simplement, cet appel téléphonique, ça fait basculer mon destin, puisque du jour au lendemain, je suis devenue auto-entrepreneur et je vais, Inch'Allah, lancer ma marque de Modest Fashion. Comme ça. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que ça s'est pas du tout passé durant l'appel téléphonique. Ça s'est passé à Médine, c'est juste que moi, j'avais rien capté. Et donc voilà, tout ça, ça s'est passé devant mon père. Donc ouais, mon père, lui, tout de suite, il a voulu rationaliser, parce que c'est dur de rationaliser un truc comme ça, mais il a quand même tenté de rationaliser le truc, de s'expliquer comment c'est possible, nanana. Bref, alors qu'il n'y a rien à expliquer, on sait bien. Il a essayé d'être un petit peu dans le déni, aussi dans la méfiance, vis-à-vis de cette personne qui a décidé de m'offrir cette opportunité. Honnêtement, avec ce qui m'est arrivé à la Omra, le fait d'être partie à la Omra, toutes les choses qui se sont passées, bon, je vous invite à aller regarder les vidéos d'avant parce que vous allez comprendre à quel point c'est incroyable ce qui m'arrive. Là, c'était la cerise sur le gâteau. Enfin, à aucun moment, moi, j'étais dans le doute, bien évidemment. Ça, c'est ce que je voulais vous dire depuis quelques mois. Donc, au fond de moi, je me suis dit forcément, un projet qui démarre à la Omra, ça serait bien plus qu'un simple business de sap. Enfin, je sais pas si tu me suis. Ça peut pas juste être un business. Ça va être bien plus que ça. Et croyez-moi, suivez bien l'aventure de Khayal de Label, d'ailleurs. Je vous donne le nom officiel. Suivez bien cette aventure parce que je vous assure, en fait, finalement, vous n'allez pas suivre la création d'une marque. Tout au long du chemin, vous allez voir le nombre de rappels sur à quel point le tawakkul, la patience, quand vous les appliquez réellement dans votre vie, elles vous ouvrent des portes. Déjà là, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y en a une grosse qui s'est ouverte, mais même après, vous allez voir que plus vous allez être dans ce tawakkul, dans cette recherche de l'agrément de votre Seigneur, dans tout ce que vous allez faire au quotidien, et plus les portes vont s'ouvrir. Et vous allez voir aussi que l'inverse est vrai. Donc restez bien avec moi. L'aventure Khayal de Label commence maintenant. Vous savez, il y a même Hélène, mon caméraman. Du coup, forcément, fait partie de l'aventure. C'est une des personnes qui m'a le plus suivi dans cette aventure. Il a carrément inventé une expression tellement les choses incroyables se sont produites durant ce projet. Et pas qu'à lui, toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin
à la création de cette marque ont été sujets à des événements hors normes. Ils ont tous quelque chose à dire. Tous. Donc, si vous voulez booster votre foi, si vous voulez renforcer votre tawakkul, si vous voulez comprendre à quel point l'islam peut vous apporter dans ce bas monde, parce que effectivement, il y a un petit souci, c'est qu'on parle souvent de l'islam sur le plan spirituel. Et pourtant, il y a tout ce pan de l'islam qui vous apporte énormément dans votre vie d'ici et maintenant. Je veux dire, c'est du concret. Pourquoi passer à côté d'un si grand bien? Moi qui n'avais rien, j'avais pas de thunes, j'avais rien du tout. J'avais juste assez pour faire tourner ma maison tous les mois et repartir avec des compteurs à zéro chaque mois. Mais alhamdoulilah, du moment que j'arrivais à m'en sortir, tout allait bien. Mais voilà, j'avais pas de thunes, j'avais rien. Si j'aurais voulu faire ce projet-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il aurait fallu que je travaille dans une boîte qui m'éteint pendant un certain nombre d'années en mettant de côté, et comme tout le monde, et après lancer mon projet. Regardez, alhamdoulilah, mashallah bien sûr, mais tout ça je le fais pour un rappel, c'est pas pour me la péter ou quoi, parce que comme je vous l'ai dit, ça vient pas de moi, et bon, là je crois que vous l'avez compris. Mais c'est pour vous dire à quel point, en fait, on a tendance à croire que ça provient forcément... Après, je dis pas qu'il faut pas faire d'études, il faut pas travailler, bien sûr, le travail c'est très important dans la religion, mais il faut pas croire que ça vient de là, ça vient avant tout de votre créateur. Enfin, c'est comme si on m'avait donné un ascenseur, quoi, un ascenseur avec j'appuie directement, j'arrive directement en haut, alors que je suis censée passer par l'escalier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà. Donc, alhamdoulilah pour tout, alhamdoulilah pour ce projet. On fait tous des doigts pour que ce projet aboutisse dans le bien. Moi, je vous le dis, vous ne pourrez pas sortir de ce projet sans avoir eu le sentiment d'avoir pris genre une centaine, voire de mini-claques de rappel de l'islam. Et dans le sens positif, hein, bien sûr. Ces mini-claques, eh ben, c'est comme des piqûres de rappel, ça va vous booster. Et j'espère que vous allez vous en rappeler de cette histoire-là dans votre quotidien, dans vos choix de vie, dans vos craintes aussi, parce on vit dans une époque difficile, même financièrement, pour la plupart des gens, ça devient compliqué. Et on oublie d'où vient la subsistance. On oublie d'où vient la subsistance. Subhanallah. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous raconter les débuts de la marque, parce que même là, il y a eu énormément de choses qui se sont passées et ça commence très rapidement. Puisqu'en fait, le jour où j'ai appris que j'étais auto-entrepreneur, bah, figurez-vous que le lendemain, et vous allez voir le pont incroyable qu'il y a entre mes vidéos de Cher Ibrahim, vous savez, ce Cher que je pousse à travers mes réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Vous allez voir le pont incroyable qu'il y a entre ce projet, ce pan de ma vie et ce futur business qui se dessine. Parce qu'en fait, le lendemain, j'ai reçu l'appel d'un technicien que justement Cher Ibrahim m'avait conseillé pour réparer mon ordinateur. Je reçois un appel de ce technicien qui me dit « Je suis désolée, je ne peux pas te rendre aujourd'hui ton ordinateur parce que figure-toi que je vais au salon de l'auto-entrepreneuriat. » Donc, juste. Donc évidemment, si ce n'est pas la première pièce du puzzle logique que je dois poser sur ma table, d'aller à ce salon-là, j'ai envie de vous dire c'est quoi. Forcément, je dis à mon père, garde les gosses 2 secondes, moi il va falloir que je me rende à ce salon. Sauf que j'ai appris la nouvelle, c'était déjà la fin de journée et le salon allait fermer dans pas très longtemps. Donc je me précipite, je m'habille rapidement et je pose ma main sur la porte d'entrée pour sortir. Et au moment où je pose la main sur la porte d'entrée, je réalise que c'est l'heure de la prière et que j'aurai pas le temps de la faire si jamais je me lance tout de suite dans ce voyage. Et je me dis, purée, mais le problème c'est que si je fais ma prière maintenant, là je peux être sûre et certain que j'arrive à la fermeture. Même pas à la fermeture, c'est-à-dire que c'est terminé, c'est fini. Parce que c'était très très loin de chez moi. Donc je reste comme ça une demi-seconde collée, peut-être un peu plus qu'une demi-seconde. Tawakkul n'était pas encore au top du niveau. Je reste comme ça, et là, devant mon père un peu dubitatif, forcément, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle est pressée, pourquoi elle reste comme ça? Eh ben, j'enlève tous mes trucs, je vais faire mes ablutions, et je décide de faire la prière en 2-2. J'ai bien dit en 2-2. Je commence à faire mon premier soujoud, mon deuxième soujoud, assez rapidement. Au deuxième soujoud, je pose ma tête sur le sol, je me souviens encore, et là je me dis, mais c'est qui le maître du temps en fait? C'est qui le maître du temps?
Si Allah veut que ce salon me soit bénéfique, même en retard, ce sera fait. Ce sera juste fait. Donc je me dis ça, et là je décide de ralentir la cadence et d'en profiter pour faire des doigts, pour demander à Allah de faire en sorte du coup que ce voyage ne me soit pas, comment dire, inutile, qu'il m'apporte quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, je me rends à la Défense. Ce salon se tenait à la Défense. J'arrive avec un petit malaise au fond de moi parce que j'arrive dans un univers que j'avais laissé derrière moi par choix, parce que vraiment c'est un univers qui ne me correspond absolument pas. Et je m'aperçois, je réalise en fait que je vais côtoyer là tout de suite des gens qui auraient pu être mes collègues d'entreprise. Bien sûr, tout le monde n'est pas pareil, mais moi j'ai eu c'était pas le genre, enfin on va dire c'était pas les profils qui m'étaient les plus compatibles. Donc je me dis voilà, je me retrouvais dans un salon avec des gens comme ça, je suis pas très à l'aise et tout, j'arrive et là forcément j'arrive, je vois quoi? Les stands sont en train de se fermer, il y a même le spectacle de fin du salon qui est en train de se tenir. Je suis tellement mal à l'aise. J'ai envie de dire, je suis tellement mal à l'aise que je sors la seule chose qui me réconforte et qui me fait qui me donne ce sentiment de ne pas être seule. Je sors ma caméra et je commence à filmer. Le spectacle pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est un peu, vous savez, quand vous venez, quand vous allez à une soirée, vous connaissez personne et que vous mettez je sais pas, à faire du tri dans vos applications sur vos téléphones et tout pour juste paraître être en train de faire quelque chose. Et ben moi c'était pareil. Bref, je suis un peu désespérée, je me dis bon finalement je suis vraiment arrivée, c'est mort, je vais rien pouvoir tirer de cette histoire. Et je me dis bon c'est pas grave et je me dirige vers la sortie. Juste avant de sortir, je croise une femme et pour une raison que j'ignore, je me dis, je sais pas pourquoi, je vais la choper, je vais lui pitcher mon projet. Au moins, je me dirais que j'ai au moins fait l'effort de parler de mon projet à quelqu'un dans ce salon. Tu vois. Donc, je parle à une personne. Il faut savoir qu'il y a des milliers de personnes dans ce salon. Des milliers. Je parle à cette personne et je lui pitch mon projet. Et là, elle me coupe direct. Elle me dit attends une seconde, laisse-moi finir de ranger mon stand. Faut savoir que moi, en fait, mon travail, c'est justement de m'occuper des marques de modest fashion. Et j'ai beaucoup de références. Je t'invite à les regarder en attendant. Je finis de ranger mon stand et puis après on va aller dehors, on va se poser et tu vas m'expliquer ça au calme. Bien évidemment, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai raconté tout ça à mon père, bon là on est passé à un stade il est un peu moins dans le déni, il est un peu plus dans le silence on va dire. Là on est dans la phase du silence, ok. Cette fille-là, elle s'appelle Cyrine. Il faut savoir une chose, c'est qu'elle va traverser les océans avec moi quelques mois après. Pour ce qui est de la couleur, de la charte graphique de la marque, ça aussi c'est une histoire un peu mignonne. C'est quand j'étais en train de faire ma prière, j'ai eu un flash et j'ai visualisé en fait la mosquée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur, c'est magnifique. Et en fait, il y a ce gris particulier dans les piliers, je vous mets un petit insert ici. Et je me suis dit, mais c'est ce gris-là que je veux pour ma marque. Ça va être la charte de la marque, ce gris qui finalement est très moderne. Et c'est comme ça que j'ai choisi la charte couleur de la marque. Subhanallah, bon, voilà. Mais je tiens à le dire quand même. Pour ce qui est du slogan maintenant. Alors, pour ce qui est du slogan, j'étais posée dans un café et je planchais sur les différents slogans que j'aurais pu sortir, pondre. Et il y en a un qui sort et je le trouve pas mal. Il s'agit de Stay busy, we got you. Donc reste occupé, we got you, je sais pas comment le dire en français. C'est toujours nul quand tu traduis en français. On te back up quoi. Bon, je traduis l'anglais par l'anglais, mais bon, vous avez compris quoi. Et j'ai trouvé ce slogan vraiment pas mal. J'avais deux filles voilées à ma droite, à ma gauche plutôt, et je leur ai dit mon slogan, je leur ai demandé ce qu'elles en pensaient comme ça à chaud. Et elles m'ont dit, il est vraiment top. Le seul souci, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, ça vise que les femmes qui travaillent en fait, qui sont insérées professionnellement, et ça met de côté les femmes au foyer et les mères au foyer.
Là, je me suis dit, non, mais là, là, je marche sur la tête. S'il y a bien une chose que moi, je veux mettre en avant dans ma marque, c'est toutes ces femmes-là, ces femmes qui sont à la maison. Et je dis, non, mais c'est hors de question que je fasse un slogan qui donne cette impression d'exclure ces femmes-là. Hors de question. Donc, je me replonge dans ma feuille et je me dis, purée, il est vraiment bien mon slogan, c'est trop dommage et tout. Et là, j'ai un mec à ma droite, du coup, qui me dit, qui m'interpelle. Il s'avère que c'est un jeune auto-entrepreneur qui a déjà lancé son business et tout. Et il me dit, non, mais ton slogan, il ne faut pas que tu le lâches. Il est trop bien. C'est un slogan qui casse les codes et c'est les marques qui cassent les codes, qui marchent et tout. Et là, je me dis, ouais, mais comment je fais? Et là, il me dit, mais en fait, il n'y a pas de problème. Tu mets ce slogan et en fait, c'est à travers les visuels et les images que tu vas apporter que tu vas donner cette inclusivité. Je dis, mais bah oui, c'est sûr. Donc finalement, vous l'aurez compris, normalement, le slogan, c'est celui-là. Je vous invite quand même, parce que j'ai envie de vous faire participer à cette marque, à me dire en barre de commentaires si le slogan, vous l'aimez bien, si vous avez l'impression que c'est comme pour les filles à gauche, là, c'est pas forcément inclusif et c'est un problème. Ou si au contraire, vous pensez qu'avec des images, les bonnes images bien choisies, ça peut fonctionner. Voilà pour le slogan, voilà comment j'ai trouvé le slogan. Donc, Stay busy, we got you. Maintenant que j'avais le logo, mon binôme, tout ça, je me suis dit quand même, j'ai commencé par la fin, parce que j'avais pas mon concept encore finalement, et il fallait absolument que j'en trouve un. Ce qui est cool, c'est que, comme par hasard, ces dernières semaines, j'avais laissé traîner un peu mes oreilles dans des podcasts, notamment durant la douche, des podcasts justement qui parlaient d'auto-entrepreneuriat. Alors, je peux pas vous dire pourquoi j'écoutais ça, mais je trouvais que déjà ça me motivait. Moi, j'aime bien être quelqu'un qui me motive, parce que c'est pas parce que je suis mère au foyer, encore une fois, que je fous rien dans ma vie. Bien au contraire, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai plein de projets en parallèle de ma vie de mère, de femme à la maison, quoi. Bref, et donc, j'ai beaucoup laissé traîner mes oreilles comme ça, et c'était aussi un moyen pour moi de ne pas écouter de la musique, parce que je ne vais pas vous mentir, la musique, c'est hyper dur, même encore aujourd'hui. C'est fou, j'ai trop du mal à arrêter la musique. Bref, en tout cas, c'était une façon pour moi donc d'éviter d'écouter aussi la musique sous la douche. Et ce qui revenait souvent, ce que souvent les auto-entrepreneurs disaient, c'est qu'il faut absolument, quand tu crées un service ou un bien, il faut que ça change quelque chose dans la vie des gens. D'accord. Et là, je me suis dit, les gens, moi aussi, je fais partie des gens. On est d'accord, je fais partie des gens. Et je me suis dit, moi, dans ma vie, moi, ce que j'aurais bien aimé de la modeste fashion, même si ça fait pas très longtemps que je m'habille modeste, vous le savez, c'est que j'ai acheté pas mal de tenues. On va pas se mentir, j'ai acheté quand même une dizaine d'abayas, parce qu'il fallait tout simplement que je switch mon ancienne garde-robe avec des nouveaux vêtements plus adaptés. Donc j'en ai acheté une dizaine. Je sais pas pourquoi je me justifie, certainement parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de me scruter tous les 4 matins, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai acheté cette dizaine d'abayas, et c'est d'ailleurs ces dizaines d'abayas que j'avais amenées avec moi à la Omra et qui m'ont valu d'être repérée par cette personne. Ces abayas sont magnifiques. Elles proviennent un peu partout dans le monde, mais aussi en France. Et d'ailleurs, il y a des créatrices qui font un super boulot pour faire ce type d'abayas qui sont magnifiques. Le seul bémol, c'est que ces abayas, je les ai cramés quand j'étais à la Omra. Je les ai portés, mais non-stop, aucun problème. Le seul souci, c'est quand je suis revenue en France, là par contre, elles ont dormi un certain temps dans mon placard. C'est-à-dire tous les mois où il faisait froid en fait. C'est là que je me suis rendu compte que les abayas proposées dans le marché, malheureusement, elles ne sont pas forcément adaptées au climat occidental, en Europe. Et là, je me suis dit, je tiens peut-être un truc. Peut-être que je devrais me spécialiser dans la abaya, veste, manteau, que mon cœur de métier, ça soit ça. De proposer des vestes et des manteaux avec de belles doublures à l'intérieur, avec des coloris qui se font bien dans le monde occidental dans lequel on vit, des trucs vraiment hyper pratiques, des trucs qui ne sont pas trop, envahissants et qui se font dans le quotidien des femmes qui sont busy, entre guillemets, justement, des choses facilement portables. Donc là, encore une fois, je vous demande, est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment-là, que vous avez beaucoup d'abayas qui sont magnifiques, mais que vous avez du mal à porter, et qu'il faudrait justement avoir de plus en plus de marques qui proposent des abayas vraiment adaptés au climat européen. Donc forcément, là, je suis dans l'euphorie, je me dis, j'ai mon concept, j'ai mon logo, j'ai ma charte, j'ai mon binôme, enfin bref, j'ai bien avancé. Je suis un petit peu en train de prendre un peu la grosse tête, et là, je me dis, non,
là, il va falloir que je reste modeste dans mon approche parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et j'ai pas peur de le dire devant la caméra, je ne suis pas une designer. Enfin, en tout cas, j'ai pas les skills d'une designer qui a fait une école de design, etc. Donc finalement, il faut que je ne sois pas que modeste dans les tenues que je vais vendre, mais il faut aussi que je sois modeste dans mon approche de ce business et que j'accepte que j'ai besoin de l'avis d'experts. Et à ce moment-là, j'ai un flash qui me renvoie 10 ans en arrière, parce que 10 ans en arrière, j'avais, par hasard, j'avais eu la chance que ma robe de fiançailles soit confectionnée par la maison Balmain. Bon, vous connaissez Balmain, c'est une marque de luxe, je pense que je n'ai pas besoin de la présenter, mais bon, voilà. Et donc, dans ma vie, s'il y a bien un vêtement qui m'avait marqué par les finitions, les coutures et la coupe, c'était cette robe qu'ils avaient confectionnée. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de les intégrer dans ce projet d'une façon ou d'une autre? Presque que d'avoir un avis. Balmain, c'est vraiment les pionniers dans cette, dans cette silhouette très charismatique avec des épaulettes, etc. Je me suis dit, il n'y a pas mieux que de retrouver ces contacts-là, ces deux jeunes femmes qui s'appellent Nioa et Tening, et leur maman d'ailleurs, qui m'avait toutes les trois confectionné ma robe de fiançailles. J'ai commencé à fouiller sur mon Facebook, remonter la conversation Messenger, impossible de les retrouver. Les numéros que j'ai retrouvés, j'ai essayé de les appeler. C'était des numéros qui n'étaient plus valables. Impossible de mettre la main sur elles et je ne savais plus où se trouvait leur atelier qui est dans une espèce d'immense zone industrielle où il y a plein d'entrepôts. C'est vraiment impossible de les retrouver si on n'a pas l'adresse. Donc un peu déçue, j'en touche un mot à Hélène, mon caméraman. Je lui en touche un mot, je lui dis voilà, tu te souviens, celle qui avait fait ma robe Balmain, je vais essayer de les retrouver, impossible et tout. Et il me fait mais attends, c'est une blague. Je lui fais quoi? Il me fait la semaine dernière, j'étais dans leurs locaux pour filmer pour un client. Il me dit j'ai filmé là-bas, donc je sais exactement où tu dois aller. Je vous dis, les micro-claques comme ça, vous allez vous en prendre, préparez votre joue là, mettez de la crème. Je vous assure, c'est la stricte vérité. La semaine dernière, ça fait 10 ans, ce mec-là, même Hélène, ça fait 10 ans qu'il n'a aucune idée de là où c'est. Hein. Une semaine avant que j'ai cette idée-là, il se retrouve dans leurs locaux. Que Dieu m'en soit témoin, c'est la vérité. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc c'est parti, je décide d'attraper Cyrine, ma super binôme, et de partir avec elle, aller essayer de retrouver Tening et Nioa. Donc on y va avec Cyrine, on arrive, on est à peu près à 1 kilomètre de l'entrepôt, on marche dans cette zone désaffectée, et là il se met à pleuvoir. Je dis à Cyrine, viens, on s'abrite un peu le temps que ça passe, je suis un peu saoulée, quoi. Enfin, j'ai pas envie d'être mouillée, quoi. Et là, elle me dit, mais t'es sérieuse, t'es pas au courant? Je lui fais, mais de quoi tu parles? Elle me fait, mais attends, t'es pas au courant? En islam, quand il pleut, c'est le moment de faire des doigts parce qu'elles sont exaucées. J'ai fait, ah ouais? Bon, alors là, il faut juste m'imaginer, moi et Cyrine, les mains levées au ciel et en train de marcher comme ça dans la rue. Et finalement, on arrive à l'entrepôt. On rentre dans l'entrepôt, je reconnais direct l'odeur des tissus. Ça me renvoie en arrière. Je rentre dans l'atelier et là, je découvre une dizaine de personnes qui sont en train de déjeuner. Je vois pas Nioa et Tening, mais je me dis, bon, elles sont plus là, visiblement, elles travaillent plus là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur pitcher mon projet et y aller sur la corde de l'émotion et leur dire, voilà, avant, il y avait 2 jeunes femmes qui travaillaient avec vous. Elles m'ont aidé à faire ma robe de fiançailles. Aujourd'hui, je viens. Le destin a fait que... Bref, je leur raconte l'histoire. Je me lance dans un pitch. Plus personne ne peut m'arrêter. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réussit à m'interrompre pour me dire désolé madame, non, on est juste des alternants. Si vous voulez parler aux responsables, ils sont juste dans la pièce d'à côté. À peine le temps qu'il finisse sa phrase, j'entends derrière moi, mais je me disais bien, je reconnaissais cette voix. Et là, je me tourne, je vois Tening et Nioa qui me reconnaissent, alors que déjà, en plus, je suis voilée, j'étais pas voilée à l'époque. Elles me reconnaissent alors que ça fait 10 ans. Vraiment, ces filles-là, je les ai juste vues pour qu'elles me prennent quelques mesures et me fassent ma robe, quoi. Elles me disent, mais ça fait trop plaisir. Et moi, je suis là. Alors là, c'est un truc de ouf. Bref, c'est un événement, j'aurais dû le filmer, c'était un truc de ouf. L'euphorie, mais dans les deux sens. C'est ça qui est dingue. C'est encore moi, je comprends pourquoi je suis contente. Mais je comprenais pas pourquoi elles étaient aussi contentes de me voir. Et là, elles me consacrent pas juste 30 minutes. D'elles-mêmes, elles me consacrent 2 heures de leur temps, comme ça, en plein milieu d'une journée de travail. Elle se pose, elle me dit « assis-toi,
mets-toi là sur la table de découpage des tissus là et explique-nous ce que tu as à nous dire. Donc là, je commence à leur raconter l'histoire et ils me disent « Oh, c'est incroyable et tout ça, non mais c'est trop bien, elles sont hyper contentes, alhamdoulilah et tout. » Et là, elles me disent « Tu sais quoi, aucun problème, on va te superviser, même si tu pars à l'étranger pour aller confectionner ou quoi, tu nous fais des visios, on va te superviser en fait, on va te guider sur toute la création de ta marque. » Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elles m'ont dit, une fois que tu as fini tes prototypes, eh ben, tu nous les ramènes et on les check. Comme ça, on est sûr que quand tu vas lancer ta marque, ben, tout sera carré. Donc là, je viens juste d'avoir, entre guillemets, le label Balmain sur ma collection. Comme ça. Quand elle commence à me donner des conseils, je me rappelle d'un truc, justement, entre un shampoing et un après-shampoing, encore une fois, un truc que j'avais chopé dans un podcast. Je mettrai juste là la vidéo parce qu'elle est hyper intéressante pour ceux qui veulent se lancer dans le business ou qui sont déjà dans un business. Et en fait, il dit quoi? Il dit que quand vous prenez des conseils auprès d'un expert sur un domaine que vous ne maîtrisez pas, ne faites pas comme la majorité des gens. Parce que la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, en le voulant ou sans le vouloir, trier en fait ces conseils-là. Et se dire ce qui leur semble logique ou pertinent, ils vont le prendre et ils vont laisser un certain nombre d'avis ou de conseils de côté. C'est en gros des déchets, quoi. C'est en fait ce qu'il nous dit dans cette vidéo, c'est que... La première, c'est qu'ils sont contre-intuitifs. C'est des choses qui ont l'air fausses, mais qui sont en fait vraies. Et c'est pour ça que la majorité des gens ne les appliquent pas. Ces raccourcis, ils sont aussi cachés parce qu'ils sont impopulaires. Ils vont à l'encontre de ceux qu'on entend tous les jours dans les vidéos YouTube, qu'on lit dans les livres. C'est dans ces déchets-là, particulièrement dans ces déchets-là, que se trouve la clé du succès. Parce que c'est exactement ce que vous n'aurez pas mis en œuvre de vous-même. Et c'est là, en fait, où se trouvent les clés. Donc, je me suis bien gardée de faire le tri dans ce qu'elle me disait. Je prenais absolument tout. Et moi, je me contentais juste d'appliquer à la lettre ce qu'elle me disait. Donc, Cyrine et moi, on passe à l'étape suivante. Et sous les conseils de Balmain, on décide d'aller chercher les tissus des prototypes dans un quartier en France. Bien évidemment, on ne va pas sourcer nos tissus en France, mais c'est juste pour les prototypes. Donc, on décide d'y aller. On fait la petite doha et on se lance dans ce quartier des tissus. On en fait 1, 2, 3. C'est pas la folie. On trouve pas énormément de tissus. Mais on persiste jusqu'à ce qu'on arrive devant cet entrepôt. Un immense entrepôt. Alors, il est immense. Le truc, il est hyper bien organisé. Il y a des classeurs avec tous les échantillons. Il n'y a même pas besoin de se promener dans les allées pour aller chercher les tissus. Moi, je suis comme Abou dans Aladdin, je suis en train de m'engager pour rentrer dans l'entrepôt, sauf que là, à l'instant où je mets mon pied à l'intérieur, il y a Cyrine qui m'attrape par l'épaule et elle me dit un truc à l'oreille, elle me dit « Mais t'as pas entendu ce qu'elle a dit, la propriétaire, à l'entrée au sujet de François ?» Je lui dis « Mais tu me racontes quoi? C'est qui François? De quoi tu me parles ?» Et là, elle me dit « Elle a demandé si François il était toujours en Israël. » Donc évidemment, je soutiens la cause des femmes au foyer, des mères au foyer, mais vous vous doutez bien que la cause des Palestiniens, ça fait partie de mes priorités. Donc effectivement, on est sorti de cet entrepôt. C'est là qu'on se dit qu'Allah nous a bien guidés pour éviter que l'on finance le massacre de nos frères et sœurs. Donc comme vous pouvez le voir, dans ce projet, il y a un peu tout qui s'enchaîne. On a l'appel téléphonique, puis le salon de l'auto-entrepreneuriat, ensuite on a Balmain, et ainsi de suite, jusqu'à là maintenant, l'une des étapes les plus importantes quand on crée une marque de vêtements, c'est de trouver son atelier. Mais juste avant ça, il y a eu, là je me rappelle, il y a eu aussi la Modest Fashion Week. J'ai appris ça totalement par hasard, qui se tenait à Paris. Et donc j'ai décidé de m'y rendre pour 2 raisons. La première, c'était de pouvoir proposer aux créatrices de Modest Fashion de les pousser sur ma plateforme YouTube parce que j'avais déjà mon YouTube qui était lancé et j'avais besoin de contenu. Donc c'était, on va dire, une genre de collaboration pour proposer leur tenue. Et puis l'autre aussi raison, c'était de me faire un réseau. Alors ce mot, le réseau, c'est un mot que je déteste. Tout simplement parce que le réseau, pour moi, ça fait référence au réseau des entreprises. Bref, en gros, se forcer à entretenir des relations, des conversations avec des gens que tu portes pas forcément dans ton cœur, des personnes qui, dans un avenir proche, pourraient te mettre un couteau dans le dos, voire te monter sur l'épaule pour accéder au poste supérieur. Pour moi, le réseau, c'est ça. Une farandole d'hypocrisie.
Et donc voilà, mais je me suis dit, il va falloir que je me force à faire un réseau. Du moins, je pensais que j'allais me forcer, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque quand je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré, et ce qui est étonnant, c'est que c'est des femmes en plus de ça, et il y en a une particulièrement dont je vais parler énormément durant toutes ces vidéos sur la marque Khayal de Label. Il s'agit de la créatrice de Mood Modesty, qui, je m'en doutais pas à ce moment-là, parce qu'on a eu une petite discussion rapide, c'est-à-dire qu'elle m'a mentorée durant tout mon parcours, et quand je vous dis qu'elle a vraiment donné son âme, parce qu'elle m'a donné des informations que entre concurrents en général on ne se donne pas. Elle est allée jusqu'à me donner des tableaux détaillés de coûts, enfin bref, des dingueries. Une dinguerie, cette jeune femme. D'ailleurs, si tu passes par là, je tiens à te dire que tu es un rappel pour toute la communauté, parce que j'ai eu écho, figure-toi, de jeunes femmes qui ont lancé leur marque et qui ont reçu le même traitement de ta part. C'est incroyable d'être comme ça, franchement. Pour moi, c'est une piqûre de rappel, et j'aime le fait que je l'ai reçu au début de mon projet, parce que on a vite fait finalement de se sentir en danger quand il y a une marque qui se lance et que nous on est déjà sur le marché. Pour moi, c'est la preuve irréfutable que cette jeune femme, elle n'est pas du tout jalouse, et qu'elle a vraiment un bon fond, tout simplement, un fond sain. Masha'Allah. Voilà pour Mood Modesty. Donc elle m'a énormément guidée. Elle m'a d'ailleurs justement guidée la recherche du pays dans lequel je pouvais potentiellement trouver mon atelier. Et c'est en suivant ses conseils et aussi mes recherches que nous avons choisi ce pays, Cyrine et moi, et que nous avons décidé de prendre nos billets d'avion. Subhanallah, on est comme dans un petit nuage, Cyrine et moi. Il y a tout qui glisse, toutes les portes s'ouvrent devant nous. Vraiment, il y a tout qui s'ouvre. Subhanallah, on est vraiment dans un petit nuage, du moins jusqu'à ce fameux jour, J-1. On est J-1 avant notre vol pour ce fameux pays. Et là, il y a tout, il y a absolument tout qui s'écroule, puisque énorme clash entre Cyrine et moi, grosse embrouille. On n'est plus sur la même longueur d'onde, il n'y a plus rien qui va. Et c'est là que je réalise que je vais devoir certainement prendre l'une des premières décisions difficiles de mon statut de auto-entrepreneur junior. Partir seule ou partir avec elle, mais du coup dans une ambiance hyper glaciale. Et quand je vous dis glaciale, même à Dubaï, ça risque d'être sibérien. Like the star, the star, the star, the star, like the star, the star, the star, the star, like the star. She's my everything, like good morning girl. She's my angel, up above my world. And she's the only one who understands me. That's why I call her my new family. She's the only one that I want by my side. She's the only one that I believe can save